All right. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la première session de séminaire Philippe Langlois qui s'intitule L'immigration dans la communauté francophone en situation minoritaire du Grand Vancouver. C'est présenté par Anne-Cécile Delaisse, candidate au doctorat UBC, et Louisa Véronis, professeure agrégée du département de géographie, environnement et géomatique à l'Université d'Ottawa. Donc, en espérance que le contenu d'aujourd'hui sera travailler les manèges, apportant ainsi des conversations intéressantes, soit pendant notre période de questions ou après cette session dans vos propres milieux académiques. Donc, un petit rappel, je me nomme Lina Lamontagne-Dupuis et je suis votre animatrice en français. Hello, everyone. Thanks for joining us today. My name is Celeste DiGiovanni, and I will be your English moderator today. Welcome to the Philippe Langlois seminar. Today, we're hosting a presentation called Immigration in the Francophone Minority Community of Greater Vancouver. Our presenters today are Anne-Cécile Delaisse, a PhD candidate at UBC, and Louisa Veronis, an associate professor in the Department of Geography, Environment, and Geomatics here at U Ottawa. We're super excited to be learning from these incredible academics today. We will have a question and answer period at the end of the presentation, so please hold your questions until then. Donc, veuillez noter que le webinaire est enregistré, donc nous vous encourageons à mettre vos micros en sourdine pour la durée de la présentation, mais c'est à vous de choisir si vous voulez activer ou désactiver votre caméra. À la fin de la présentation, comme Céleste vient de mentionner en anglais, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez. Et, malheureusement, on n'a pas l'option du chat. Donc, on va vraiment essayer de bien interagir avec tout le monde. So yeah, please note that this webinar is being recorded. We encourage you to mute your microphones for the duration of the presentation today, but we'll leave it up to you to turn your cameras on or off. Parfait. Donc, avant de commencer, c'est important de faire une affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa pour certains et certaines s'identifiant comme Première Nation, Métis ou Inuit. Cette affirmation pourrait être perçue en étant des connaissances communes, puisque plusieurs peuples autochtones sont conscients de leur rôle à maintenir et respecter les relations interconnectées et réciproques avec la Terre et que cette dernière n'est pas cédée. Mais cette affirmation est très importante parce que ça semble cibler les personnes non autochtones à prendre conscience de le début du désapprentissage et réapprentissage exige une reconnaissance des peuples autochtones en étant des nations souveraines diversifiées, formées par leurs relations uniques à la Terre. Donc, cette affirmation autochtone de l'Université d'Ottawa est différente d'une reconnaissance du territoire. Puis, ça utilise les travaux et les énergies des gens consultés de la communauté autochtone de la région, y compris les aînés, les gardiens et gardiennes du savoir, le Bureau des affaires autochtones et des groupes d'étudiants autochtones. Puis, cette affirmation met l'accent sur la relation entre la communauté de l'Université d'Ottawa et les peuples autochtones, particulièrement la nation algonquine, ultimement prenant en compte la relation avec la Terre dans ce contexte géographique à Ottawa. Le début, c'est nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent à Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens et gardiennes de savoir traditionnel de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeants et dirigeantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain et un courage indéniable. The University of Ottawa's Indigenous affirmation is a special acknowledgement of the Algonquin Nation on whose traditional territory the university sits. The Indigenous affirmation is meant to promote a spirit of awareness of the relationships between peoples, and in this instance, the relationship between the University of Ottawa community and Indigenous peoples in Canada. Historically, Indigenous people did not use land acknowledgements. They instead gave statements of greeting when entering someone else's territory that recognized the hospitality shown to them to honor the ancestors and people living, living people who lived in the land and had cared for that place, and to just acknowledge the ongoing relationship of the people to their homeland. So this affirmation was designed to honor that tradition. We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their longstanding relationship with this territory, which remains unceded. We pay respect to all Indigenous people in the region from all nations across Canada who call Ottawa home.
We acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders, past, present, and future. Parfait. Donc, maintenant, on est vraiment contente de vous présenter nos présentatrices aujourd'hui, Anne-Cécile Delaisse et Dr. Louisa Véronis. Anne-Cécile est candidate au doctorat à l'Université de Colombie-Britannique dans le département de sciences de l'activité humaine et ergothérapie à UBC. Elle fait maintenant sa thèse de doctorat avec la diaspora vietnamienne à Vancouver et Paris. Ses intérêts sur la mobilité lui permettent d'acquérir des expertises dans le domaine de la francophonie, explorant ainsi la mobilité des immigrants francophones au sein des communautés diversifiées d'un océan à l'autre. Elle a récemment reçu le prix commémoratif Donald N. Byers, qui est décerné aux boursiers du doctorat qu'il aime, le mieux classé dans le cadre du concours annuel des bourses affiliées de UBC. J'ai la merveilleuse opportunité de travailler avec Anne-Cécile dans un projet de recherche, puis je peux vous dire qu'elle est toujours on the ball, elle répond toujours ses courriels, elle est très approchable, et donc je suis très contente aujourd'hui de l'entendre écouter de ses recherches. Et même que Dr. Louisa Véronis, c'est ma superviseure de thèse et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Donc, Dr. Louisa Véronis est professeure agrégée du département de géographie, environnement et géomatique et titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes à l'Université d'Ottawa, faisant partie de plusieurs projets de recherche financés par le CRSH, comme l'étude de la superdiversité francophone en Ontario, la cohésion communautaire dans les communautés francophones en situation minoritaire et l'exploration des besoins d'outils d'accompagnement des enseignements de français langue seconde issus de l'immigration francophone. Ces recherches s'intéressent aux géographies sociales et politiques de l'immigration, de l'établissement et de l'intégration des immigrants et des réfugiés dans les villes canadiennes avec un intérêt particulier pour l'immigration francophone en contexte minoritaire. Ensemble, les deux nous présenteront sur l'utilisation de la langue française dans la vie quotidienne des immigrants francophones. Les résultats démontrés utilisent une ethnographie critique suggérant que les sites communautaires francophones constituent un tiers espace entre la majorité anglophone et les communautés ethnoculturelles. To give you a bit of background on our presenters, Anne-Cécile is a PhD candidate at the University of British Columbia in the Department of Occupational Science and Occupational Therapy. She is now doing her doctoral thesis with the Vietnamese diaspora in Vancouver and Paris. Her interests in mobility allow her to acquire expertise in the field of francophonie, exploring the mobility of Francophone immigrants in diverse communities from coast to coast. She was recently awarded the Donald N. Byers Memorial Prize, which is awarded to the highest ranking Killen Doctoral Fellow in the annual UBC affiliated fellowships competition. Super impressive. Dr. Louisa Véronis is an associate professor, like I mentioned, in the Department of Geography, Environment, and Geomatics. She holds the research chair on immigration and Franco-Ontarian communities at the University of Ottawa, also super impressive. As part of our several SSHRC-funded research projects, such as the study of Francophone superdiversity in Ontario, community cohesion in Francophone minority communities, and exploration of the need for tools to support French as a second language, teachers from Francophone immigrant backgrounds, and her research focuses on the social and political geographies of immigration, settlement, and integration of immigrants and refugees in Canadian cities, with a particular interest in the Francophone immigration in a minority context. So the two together will present the use of the French language in the daily lives of Francophone immigrants for us today. The results demonstrate a use of critical ethnography, suggesting that Francophone community sites constitute a third space between the Anglophone majority and ethnocultural communities. So without further ado, I will hand over the floor to Anne-Cécile and Louisa. Thank you so much. Thank you so much. I think this is the longest introductions I've ever had. So Anne-Cécile will share the slides, and I will present the first part, and she will then take over. We are very excited to share our findings from
a Shirk Insight Development Grant that Suzanne Huot received. She was the PI on the study, and Anne-Cécile was our research assistant. She did, I guess, a lot or most of it, and I was very happy to be a co-applicant on the grant. And we used a lot of our previous research to examine the experiences of Francophone newcomers in the unique context of Vancouver. So today we will tell you a little bit also about the specificity of the Francophone community in BC and more specifically in Vancouver, which is very different from the other contexts. Et j'ai oublié qu'en fait la présentation est en français, donc je m'excuse. Juste pour vérifier, est-ce que vous voyez la slide et que la slide? Oui, je vois que la slide. Ok, ça marche. Ok, parfait. Donc, tu peux passer à la prochaine diapo. Ça marche. Voilà. Donc, pour vous donner un peu de contexte, si vous ne connaissez pas les communautés francophones en situation minoritaire, le terme réfère à tous les francophones qui habitent en dehors de la province du Québec et qui ont le français comme première langue officielle. Il s'agit d'environ 1 million de personnes qui sont dispersées à travers le pays, dans les provinces et territoires, et souvent ce sont des communautés qui sont relativement petites et isolées. Et avec l'effet de l'immigration générale, entre autres, leur poids démographique est en déclin, aussi à cause des transformations démographiques auxquelles elles font face, notamment le vieillissement de la population, le risque d'assimilation linguistique, mais aussi une faible transmission linguistique, notamment dans des couples exogames. Et donc, le gouvernement du Canada, avec les représentants des communautés francophones, en l'an 2000, ont visé d'utiliser l'immigration pour soutenir la vitalité des communautés francophones. Le terme vitalité est un peu contesté. Il s'agit de maintenir en fait la langue et la culture française, mais aussi les dynamiques sociales de ces communautés, car les francophones en contexte minoritaire sont souvent confrontés à des limites dans les possibilités de vivre et de socialiser en français. Donc, l'immigration francophone en contexte minoritaire est très, très unique. Et suite à la politique mise en place par le gouvernement fédéral, les chercheurs se sont penchés à examiner les enjeux, car évidemment, ce n'est pas forcément facile. L'immigration en général présente des défis pour les personnes qui s'installent dans une nouvelle société, mais le fait de s'installer comme francophone en situation minoritaire présente des enjeux supplémentaires. Donc, les recherches initiales se sont beaucoup penchées sur les politiques et les discours autour du besoin de l'immigration francophone. Et là, on mit en lumière, en fait, des disjonctions avec les pratiques qui se faisaient dans les communautés. Donc, beaucoup de la recherche était sur les politiques et les discours, mais moins sur les expériences propres des immigrants. Et donc, de nouvelles recherches, et Suzanne et moi avons participé à ces efforts, avons examiné en fait les expériences au quotidien des immigrants francophones en situation minoritaire. Et beaucoup de ces recherches révèlent des défis, des barrières importants pour leur participation et inclusion, où en fait beaucoup de ces immigrants restent dans leur bulle, dans leur communauté, et certains chercheurs donc parlent d'intégration parallèle au lieu de voir vraiment des dynamiques et des interactions entre les immigrants francophones et les francophones qui sont établis dans ces communautés. Il faut aussi tenir compte du fait que les immigrants francophones sont d'origine de plus en plus diverses et en ce moment, l'Afrique subsaharienne représente la plus grande proportion des nouveaux arrivants francophones et donc certains chercheurs comme Amal Madibo parlent d'une minorité dans la minorité parce que les immigrants francophones sont à l'intersection en fait du statut immigrant, la langue minoritaire et aussi souvent de groupes racisés. Donc, on voit en fait dans les communautés francophones des nouvelles dynamiques autour de la diversification de ces communautés. Donc, dans nos recherches, avec Suzanne, on s'est inspiré de la géographie sociale en particulier
et on porte notre attention sur les espaces communautaires qui sont importants pour les minorités francophones pour avoir accès à cette possibilité de vivre en français. Donc, on utilise les théories de la géographie sociale, notamment les liens entre espace et identité intersectionnelle, où on tient compte de caractéristiques telles que la langue, le statut migratoire, le genre, la classe sociale, l'ethnicité, la race et encore d'autres. On peut penser à la religion, par exemple, qui module l'expérience des immigrants et des communautés francophones quand ils ont la possibilité de vivre en français dans un contexte minoritaire. Donc, pour la suite, le cas de Vancouver est unique. Beaucoup des recherches sur l'immigration francophone ont été menées au Nouveau-Brunswick, dans la région atlantique, et également aussi en Ontario, car ce sont les communautés francophones les plus importantes et aussi qui reçoivent le plus grand nombre d'immigrants. Mais nous remarquons maintenant que les immigrants francophones s'en vont partout à travers le pays. Et donc, le cas de Vancouver est très spécifique pour un nombre de raisons. D'abord, Vancouver, comme vous le savez, est une région métropolitaine qui attire beaucoup d'immigrants en général, ce qui est différent de contextes tels que le Nouveau-Brunswick ou même le cas d'Ottawa, par exemple. Donc, le Grand Vancouver est déjà une ville qui est très diversifiée et qui est tournée notamment sur la région du Pacifique avec un taux d'immigration autour de 40%. La communauté francophone en Colombie-Britannique est très minoritaire. C'est une des provinces qui ne reconnaît pas un statut officiel à la minorité de langue officielle. Et il représente en fait une toute petite proportion de la population de la Colombie-Britannique, et ceci est renforcé dans le cas de Vancouver, qui est une grande ville très multiculturelle. Donc, contrairement à l'Ontario, où les francophones représentent 5% de la population, c'est 1% ou moins selon les régions en Colombie-Britannique. Dans le cas de Vancouver, la minorité de langue officielle représente environ 1,3%, et il y a des communautés comme celles issues d'origine chinoise ou indienne qui représentent 10-12% de la population, qui sont donc beaucoup plus grands, et la communauté francophone est très, très minoritaire et isolée. De plus, la communauté francophone à Vancouver a la particularité d'être très diversifiée avec un taux d'immigration important. Environ un quart de la population francophone en Colombie-Britannique est issue de l'immigration, contrairement à 15% des francophones en Ontario, par exemple. Et dans le cas du Grand Vancouver, 30 à 40% de la population francophone est issue de l'immigration. Il faut reconnaître aussi que très peu de francophones sont nés en Colombie-Britannique, autour de 12 à 15%, ce qui encore se distingue d'autres régions. Et en termes des origines, beaucoup d'immigrants francophones proviennent de l'Europe, mais aussi de l'Afrique et de l'Asie. C'est donc une communauté francophone très diverse et très différente des autres régions. Ensuite, voilà. Les objectifs de notre étude étaient de comprendre l'expérience des immigrants francophones dans le contexte du Grand Vancouver, donc pour poursuivre nos recherches sur les dynamiques entre immigrants et les personnes francophones nées au Canada, mais dans le contexte unique du Grand Vancouver où le français est très, très minorisé, où en fait les immigrants francophones sont très isolés et perdus dans une grande masse multiculturelle. Donc, on s'intéressait au rôle que joue la communauté francophone dans l'établissement, l'intégration et la participation des immigrants francophones. Et on aimerait mettre en lumière le rôle des sites communautaires francophones en tenant compte en fait du contexte du Grand Vancouver où il y a beaucoup d'autres groupes immigrants qui sont plus importants, et aussi le fait que le français est très minoritaire, et donc le rôle de la communauté francophone est très important pour ces immigrants, mais on tient compte du rôle des sites communautaires dans ce contexte très, très diversifié. Et puis donc, la méthodologie, nous avons adopté une ethnographie critique qui se base sur nos recherches antérieures que nous avions déjà
testés. Donc, beaucoup des outils, nous les avions déjà testés en Ontario. Et le projet a été mené en partenariat avec 3 organismes. En fait, un organisme provincial qui représente les francophones en Colombie-Britannique, une association communautaire et aussi une église francophone. Nous avons mené des observations, au moins 6 dans chaque site, pour avoir une idée du type de dynamique d'activité qui ont lieu dans ces sites. Nous avons mené des entrevues personnelles avec 5 participants dans chacun des sites, ainsi que 5 participants supplémentaires qui fréquentaient d'autres sites, mais qui parfois les relations se recoupaient entre les sites. Nous avons mené, après les entrevues personnelles, les entrevues participatives. En anglais, c'est walk along. Et c'est Anne-Cécile qui les a menées, où elle participait à une activité avec les participants. Et là, il me semble, environ 15 participants ont accepté de faire cette 2e entrevue participative. Enfin, nous avions mené des entrevues avec des informateurs clés dans chaque site pour connaître le contexte, le mandat et les types d'activités, ainsi que le point de vue des personnes responsables dans ces sites. Donc, en tout, nous avions 20 participants qui étaient des immigrants francophones, qui devaient être des personnes adultes, originaires de n'importe quelle partie du monde et qui s'étaient établis à Vancouver. Donc, vous voyez ici un peu la répartition par rapport au genre et au pays d'origine. Nos participants étaient très diversifiés, dont des participants originaires de l'Europe, ainsi que d'autres régions, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, je vais... Oh, pardon. Voilà. Donc, je passe la parole à Anne-Cécile qui va vous expliquer nos découvertes fascinantes. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur 2 grands thèmes principaux de nos résultats que je vais décliner en sous-parties. Donc d'une part, je vais parler un petit peu de l'utilisation de la langue française dans la vie quotidienne des immigrants. Donc en fait, dans un premier temps, je me suis penchée sur le lien entre les langues que les participants parlaient, leurs activités de vie quotidienne et les espaces auxquels ils accédaient. Donc en fait, je me demandais pourquoi est-ce que les participants parlent français, dans quel lieu et en faisant quoi. L'anglais a vraiment apparu comme la langue omniprésente dans l'espace public. Plusieurs participants ont vraiment utilisé cette métaphore de quand je sors, je dois parler anglais, alors que le français était la langue de l'espace privé, par exemple, à la maison. Ces résultats sont assez cohérents avec les recherches sur les langues minoritaires qui montrent que ces langues minoritaires sont souvent confinées à l'espace privé et les contacts intra-groupes, alors que les langues dominantes sont celles de l'espace public, et des contacts intergroupes. Donc typiquement, par exemple, l'anglais, c'est un peu la lingua franca entre les différentes communautés ethnoculturelles à Vancouver. Et les langues dominantes sont aussi celles de l'ascension sociale, en fait. Un certain nombre de participants travaillaient, utilisaient l'anglais. Dans cet environnement, l'utilisation du français était très variable d'un participant. Certains vivaient complètement en français, alors que d'autres l'utilisation différente. En fait, pour ceux qui étaient arrivés récemment et qui ne parlaient pas anglais, le français était essentiel pour accéder à des services, rencontrer des gens. Alors que pour les participants qui étaient bilingues, la langue française n'était pas toujours un critère essentiel pour motiver la participation, mais c'était un peu une option plus. Et parfois, l'utilisation du français rendait l'activité plus fluide ou plus agréable, que ce soit pour des activités culturelles ou pour des interactions un petit peu plus difficiles, comme je vais le montrer dans les citations. L'utilisation du français variait également au fil du temps. Par exemple, à l'arrivée, certains participants avaient évité de parler français parce qu'ils pensaient que ça semblait l'anglo-dominante du Grand Vancouver. Et à l'inverse, par exemple, la parentalité, ça pouvait ramener en fait les participants à la francophonie pour permettre la transmission linguistique. Donc, il y avait vraiment une évolution de l'utilisation du français au cours de la vie, en fait.
Donc ici, c'est une citation d'une participante qui était arrivée au Canada en tant que demandeuse d'asile. Pour elle, il y avait vraiment cette notion que le français, ça lui permettait de se sentir en sécurité. Donc, par exemple, ici, elle explique que j'aime pas signer pour signer, mais j'avais vraiment besoin de comprendre. Donc, ça, pour s'assurer qu'elle avait bien compris et se sentir en sécurité. Alors que, par exemple, pour cette participante qui venait de France et elle était arrivée au Canada il y a un bon nombre d'années, elle était arrivée en tant que… Elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle avait des enfants au moment où elle a fait l'entrevue. Et elle m'expliquait qu'elle était parfaitement bilingue. Elle avait tout le vocabulaire nécessaire. Par exemple, là, elle parle pour aller chez le dentiste. Elle avait tout le vocabulaire nécessaire. Elle n'avait pas de problème avec l'anglais. Mais que, par exemple, emmener ses enfants chez le dentiste, ça facilitait les choses de pouvoir le faire en français. Pour ses enfants, ça pouvait permettre plus de confort et un peu plus de fluidité dans une interaction qui était de base un petit peu délicate. Donc là, je viens d'expliquer un petit peu l'utilisation du français dans la vie quotidienne. Maintenant, je vais m'intéresser plus à l'aspect spatial de l'utilisation de la langue. Donc, en fait, quels sont les espaces où les participants parlaient français? En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que les participants utilisaient le français dans des espaces formels tels que les sites partenaires, les communautaires partenaires, des espaces plus informels. Ça pouvait être avec un voisin, dans la rue, dans un restaurant français. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais les entrevues que c'était important pour moi que je prenne en compte en fait comment les participants vivaient leur francophonie réellement, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on voit, le côté officiel visible, je veux dire la partie visible doit aussi être important en fait pour les participants. D'ailleurs, il y avait une certaine fluidité en fait entre ces espaces formels et informels. Ils n'étaient pas forcément distincts pour les participants. Et en fait, la participation dans un espace pouvait mener à un autre en fait. Ce que j'ai aussi noté, c'est que les espaces francophones ne sont pas hermétiques, ne sont pas des forteresses de la langue française hermétiques, mais ils sont plutôt ancrés dans la société canadienne et du coup dans un échange constant avec celle-ci. Donc, par exemple, bien que les espaces francophones mettent l'emphase sur l'utilisation du français en priorité, on pouvait quand même entendre d'autres langues dans ces espaces, notamment l'anglais, mais aussi des langues comme le créole, le lingala, le swahili. Et donc, il y avait vraiment cette idée de perméabilité de ces espaces à l'environnement qui les entoure, en fait. Donc, ici, c'est une citation qui montre une participante en fait, qui me parlait justement des espaces où elle parlait français. Et elle me disait, bah, voilà, je fais un cours de chant, un cours de yoga. C'est mené par une anglophone, mais comme j'y vais avec mon amie française, en fait, pour moi, c'est un moment francophone parce que donc il y avait vraiment cette idée que voilà, le français pouvait être utilisé un peu dans n'importe quelle situation où il y avait un autre locuteur de la langue. Et ici, cette citation, c'est pour montrer un petit peu en quoi ces espaces, les espaces formels francophones, pouvaient ne pas être hermétiques finalement à l'environnement anglo-dominant qui les entoure. Donc, c'est une participante qui expliquait qu'elle avait été très contente de pouvoir trouver un emploi dans la communauté francophone. C'était important pour elle parce qu'elle ne parlait pas anglais quand elle était arrivée. Et Suzanne lui a demandé, est-ce que du coup, ça vous permet ça retire un petit peu la pression d'apprendre l'anglais le plus vite possible? Et la participante disait non, ça n'enlève pas la pression. Parce que finalement, même si je suis dans un emploi francophone, il y a un certain nombre de formations qui sont en anglais. Et si je veux pouvoir évoluer dans mon travail, il faut que j'apprenne l'anglais. Donc, je continue à avoir un emploi dans la communauté francophone. J'ai quand même besoin d'apprendre l'anglais. Donc, maintenant, je vais parler du deuxième thème qui est le rôle de la communauté francophone pour les immigrants d'expression française. Donc, en fait, je me concentre sur le rôle de la communauté dans l'intégration des immigrants francophones et je le compare d'une part à la majorité anglophone et d'autre part aux communautés ethnoculturelles des immigrants, c'est-à-dire les diasporas de leur pays, notamment des pays francophones.
Pour cela, je m'appuie sur le concept de tiers-espace pour comprendre le rôle de la communauté francophone. Donc, alors que le premier espace et le deuxième espace font souvent référence aux dualités traditionnelles, donc dans le cas présent, la communauté canadienne mainstream et puis les communautés ethnoculturelles des immigrants, les tiers-espaces sont des hybrides, des entre-deux, qui offrent de nouvelles possibilités pour dépasser ces dualités. Les tiers-espaces sont souvent produits par ceux qui sont considérés exclus ou différents et ils peuvent représenter des espaces de résistance puisqu'ils permettent une redéfinition et une affirmation d'identités autres et différentes et la contestation de relations inégales entre dominants, subordonnés ou le centre et les personnes qui sont à la marge. Donc, je vais démontrer en fait que la communauté francophone est en fait un entre-deux entre la majorité anglophone d'une part et les communautés ethnoculturelles des immigrants d'autre part, et qu'à ce titre, elle constitue un tiers-espace unique. Dans une certaine mesure, la communauté francophone constitue aussi un espace de résistance pour des francophones d'origine diverse qui se rassemblent et qui se mobilisent face à la dominance de la langue anglaise en Colombie-Britannique. Donc, tout d'abord, je vais comparer la communauté francophone à la société anglophone. Donc, en fait, d'une part, les sites communautaires francophones semblaient constituer des points de repère importants de la langue française pour l'intégration et la participation sociale des immigrants plus généralement. Donc, c'est-à-dire que bien que le français pouvait être parlé dans différents espaces, les espaces francophones cristallisaient un petit peu les bénéfices de parler français. Il y avait la notion de confort, la notion de sécurité pour certaines personnes. C'était vraiment des espaces importants où on savait que la langue française allait être utilisée en premier. Et donc, de ce fait, la participation à la communauté francophone pouvait faciliter l'intégration dans la société canadienne en général, par exemple en permettant aux immigrants de développer un sentiment d'appartenance au Canada. Pourtant, les participants ont également mentionné que par rapport à d'autres communautés, la communauté francophone semblait être un peu limitée dans le soutien qu'elle pouvait leur fournir, étant donné sa petite taille et son manque de reconnaissance. Donc ici, c'est une citation où en fait, je demandais à la participante en quoi ça l'avait aidé de participer dans des sites communautaires francophones tels que ceux qu'elle avait mentionnés, donc par exemple l'association communautaire. Et elle avait vraiment cette idée que ça lui avait permis de se sentir chez elle au Canada, que ça lui a vraiment permis de développer un sentiment d'appartenance. Et ça lui a permis aussi de se sentir plus à l'aise dans des activités de la vie quotidienne. J'avais trouvé ça vraiment intéressant de voir comment cette participation dans la communauté francophone permettait vraiment l'intégration au-delà au Canada de manière générale et ce n'était pas restreint à la communauté francophone. Ici, j'ai d'autres citations. Donc, la première qui vient aussi d'une participante qui participait à l'association communautaire et qui me disait, mais quand on arrive dans un endroit et qu'on est étranger, Et je crois qu'on a perdu Anne-Cécile. Ah, la revoilà. On t'a perdu. Je pense que tu as été déconnectée. Excusez-moi, c'est ma connexion Internet. Ok, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je vais reprendre tout de suite. Ok. Ça sent bien, ça sent bien. Ok. Excusez-moi pour le contretemps. Je vais remettre. Est-ce que c'est bon? On voit une partie, je sais pas, voilà, fait le presenter. Vous voyez la slide? Il y a un petit délai, je pense, à cause de la connexion. Okay. Là, c'est bon. L'éclairage est un peu diffus, mais on voit la slide. Oui.
Il y a un délai peut-être. Il y a un délai, OK. Et je pense que c'est bon, là. OK. OK. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est Internet qui… Vous me dites si jamais il y a un problème, vous pouvez m'interrompre. Et donc, la deuxième citation que je voulais vous montrer venait d'une participante qui était une membre de l'Église et qui parlait du fait que les services francophones pouvaient être limités, en fait. Et notamment, ce qui était assez intéressant, c'était qu'elle faisait vraiment une comparaison entre la communauté francophone et d'autres communautés, notamment diasporiques, telles que la communauté chinoise, la communauté indienne, qui sont beaucoup plus visibles et qui lui semblaient beaucoup plus organisées et beaucoup plus à même de soutenir les immigrants que la communauté francophone. Donc maintenant, je vais comparer le rôle de la communauté francophone par rapport aux communautés ethnoculturelles des immigrants. Donc, d'une part, les communautés ethnoculturelles avaient une certaine homogénéité qui permettait plus de confort et un sentiment de proximité basé sur la culture et sur des origines communes pour les participants. Dans ces espaces, les participants pouvaient échanger sur des expériences et des préoccupations similaires liées à leurs identités nationales et ethno-raciales partagées. Mais d'autre part, les participants appréciaient également la diversité de la communauté francophone lors de leur participation dans les sites communautaires francophones. De plus, compte tenu de la petite taille des communautés ethnoculturelles francophones, donc les diasporas de pays francophones à Vancouver sont petites, plusieurs participants ont souligné que c'était important pour eux de se regrouper en tant que francophones au-delà des origines diverses et de se rassembler et de revendiquer les droits linguistiques ensemble. En fait, on a pu constater que les participants, les immigrants participaient à la fois dans les sites communautaires francophones, dans leur communauté ethnoculturelle, et qu'ils avaient dans un objectif différent pour chacun de ces espaces, et que finalement, chacun de ces espaces répondait à des besoins différents. Et la participation dans l'un ou dans l'autre n'était pas exclusive. Les deux types d'espaces avaient des rôles complémentaires. Donc, par exemple, un participant congolais expliquait « Je navigue très bien ces trois communautés ». Donc, il parlait de la communauté anglophone, la communauté francophone et la communauté congolaise. Et il m'expliquait, par exemple, la raison pour laquelle il appréciait pouvoir aller dans la communauté congolaise, c'était de pouvoir parler de la politique de son pays, parler de la situation là-bas, chose qu'il n'aurait pas pu faire avec un autre francophone qui ne connaîtrait pas forcément l'actualité au Congo. Donc, il y avait vraiment différents objectifs en participant dans ces différents espaces. Et ici, c'est une autre participante, elle aussi congolaise, qui expliquait vraiment l'importance pour elle, selon elle, de vraiment se rassembler, peu importe les origines diverses. Donc, elle disait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de regrouper tous les pays, que ce soit africains, européens, qui parlent français. Mettons-nous ensemble pour former une forte communauté francophone. Parce que si on va pays par pays, on ne va pas évoluer. On doit tous se mettre ensemble, créer un bloc, créer une force. Donc, il y a vraiment cette idée que si on est divisé, on est trop petit pour pouvoir revendiquer les droits linguistiques, alors qu'on doit former renforcer le poids démographique de la communauté en se rassemblant, peu importe l'origine. Donc, au final, on a comparé la communauté francophone, le rôle de la communauté francophone à celui de la société canadienne anglophone majoritaire dans la région de Vancouver et les communautés ethnoculturelles des immigrants. Et on a constaté que la communauté francophone n'était ni comme la première, ni comme la seconde, mais qu'elle partageait des similitudes avec les deux. Et ainsi, la communauté francophone jouait un rôle unique pour faciliter l'intégration des immigrants dans la région du Grand Vancouver. Le rôle de la CFSM était intermédiaire et vraiment constitue un tiers-espace distinct pour l'intégration des immigrants francophones. De plus, la communauté francophone constitue aussi un espace de solidarité et de convivialité face à la domination de la langue anglaise. Le fait que la communauté manque de reconnaissance et de ressources, notamment pour soutenir les immigrants, c'était vraiment un appel pour certaines personnes à se rassembler et à revendiquer ces droits linguistiques et notamment pour les immigrants.
Donc, ce qu'on a vraiment noté, c'était que, je fais un petit peu un résumé un petit peu de nos résultats, c'est que l'utilisation du français évolue au cours du temps selon les différents stades de la vie. C'est fluide à travers de différents espaces, que ce soit formels et informels. Que les espaces francophones, bien que n'étant pas des forteresses hermétiques, représentaient quand même des points de repère de la langue française dans le paysage anglo-dominant du Grand Vancouver. En fait, la communauté francophone joue vraiment ce rôle d'entre-deux, de tiers-espace, par rapport d'une part à la société anglophone et d'autre part aux communautés ethnoculturelles. Et donc, les immigrants participent dans ces différents espaces qui répondent à différents besoins et qui finalement sont complémentaires. Dans la communauté francophone, les immigrants trouvent à la fois la familiarité de la langue et le multiculturalisme. Et finalement, la participation dans la communauté francophone facilite l'intégration dans la société canadienne de manière plus large. De plus, un élément qu'on a aussi noté, c'est que l'existence de la communauté francophone, elle tient à la fois à la volonté politique, donc que ce soit les financements, par exemple, pour les écoles francophones et les espaces francophones, et en même temps, au désir de se rassembler pour plus de reconnaissance et pour plus de droits linguistiques. Et en ce sens, la communauté est vraiment un tiers-espace entre à la fois une volonté politique un petit peu top-down et une dynamique de revendication plutôt bottom-up. Donc, en ce sens, encore une fois, la communauté était vraiment hybride aussi en ce sens-là, constituait vraiment un tiers-espace. Donc voilà, je voulais juste mentionner toutes les personnes qui ont participé au projet dont on vous présente les résultats aujourd'hui et vous remercier pour votre attention. Ben, merci beaucoup, Anne-Cécile et Dr. Louisa Verona. C'était super intéressant. J'ai pris plein de notes. Donc, nous acceptons maintenant des questions. Si vous pouvez peut-être lever la main ou faire une petite réaction qu'on puisse voir si vous avez des questions, juste parce que je crois qu'on n'a pas accès au chat encore. Donc, ça serait peut-être la meilleure façon de procéder. The questions or comments can be in English as well. So Donc, est-ce qu'il y a une suite à ce projet-là? Est-ce que vous pensez peut-être répéter l'étude ailleurs, dans un autre centre au Canada, ou bien est-ce qu'il y a des recommandations qui sont sorties de ça, quelque chose comme ça? Oui, donc on a fait assez court parce qu'on n'était pas sûr combien de temps ça allait prendre, mais oui, donc la recherche en fait poursuivait ou rallongeait des recherches que nous avions fait en Ontario, puis on espère pouvoir faire des analyses plus comparatives. Ça, c'est un peu en suspens parce qu'entre-temps, on a obtenu plusieurs financements pour d'autres recherches. Donc, en fait, nous avons déjà entamé d'autres recherches et donc l'INA participe à un de ces projets et Anne-Cécile est toujours notre coordonnatrice très outillée. Donc, on a fait un projet pilote pour comparer Vancouver avec 3 autres communautés qui sont Winnipeg au Manitoba, Ottawa, puisque j'y suis, et Moncton. Et nous avons déjà publié ces recherches-là qui traitent plus la cohésion sociale, la cohésion communautaire, en fait, les dynamiques internes, parce que les recherches que nous menions étaient uniquement avec des immigrants. Donc là, dans ces nouvelles recherches, on inclut des immigrants et des Canadiens, des francophones nés au Canada, qu'ils soient des régions, originaires des régions, ou en fait qu'ils aient migré. Parce qu'à Winnipeg notamment et à Vancouver, il y a aussi beaucoup de Québécois et d'autres francophones minoritaires de l'Ontario ainsi que de la région atlantique. Donc en fait, c'est des communautés très très diverses et nous poursuivons donc là, en fait, la recherche est en cours. On a commencé l'été dernier. Pour l'instant, on fait plus des analyses de discours pour connaître un petit peu le point de vue institutionnel sur les enjeux de cohésion communautaire. Mais nous allons poursuivre avec des entrevues, je pense, l'année prochaine. Donc, nous aurons
nous aurons de nouvelles analyses qui sont plus comparatives, qui en fait qui permettent de comprendre vraiment le contexte régional et des dynamiques uniques à cause de l'histoire et de la géographie des communautés francophones. Et là, on s'inspire beaucoup d'Anne Gilbert, qui est la personne qui a le plus étudié les territoires francophones. Et puis, si j'ose continuer avec une autre question, là. Donc, vous avez quand même parlé de grands centres, si on parle de Winnipeg, Ottawa, Moncton, et ainsi de suite. Est-ce que l'idée de faire ça aussi, peut-être dans des centres un petit peu plus petits, je ne sais pas, je vais parler par exemple, de Whitehorse, qui est dans le nord, où je sais qu'il y a quand même une bonne communauté francophone. Je pense que c'est je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas les statistiques, je devine que c'est plus des migrants là, mais c'est aussi surtout une communauté beaucoup plus petite. Est-ce que c'est aussi peut-être dans la mire, ça, ou bien il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là? Oui, on a des défis, si tu veux, de ressources, que nous sommes quelques-uns. Et puis bon, la pandémie, ça nous a pas mal ralenti. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec une étude, une analyse du discours, parce qu'on ne savait pas au moment du financement où on en serait avec la pandémie. Donc là, dans l'immédiat, non, on n'envisage pas. Nous sommes quand même une équipe assez petite. Le fait qu'on soit sur place, ça aide beaucoup. Quoique maintenant que Brandon est dans le Nord, on pourrait peut-être imaginer poursuivre ces recherches-là. Oui, il y a un grand intérêt à examiner en fait, les dynamiques dans différentes régions, mais c'est toujours le défi de faire de la collecte, notamment de données qualitatives dans plein de régions différentes. C'est vraiment difficile, ça prend beaucoup de ressources, et puis là, on fait dans la limite. Par contre, j'ai obtenu une subvention pour étudier les communautés francophones en Ontario, donc je vais commencer en Ontario, dans différentes régions, et là, oui, je vais inclure des communautés plus petites. Il faut savoir aussi que l'immigration francophone est très régionalisée, c'est pas partout. Donc, si on s'intéresse à l'immigration, on n'est pas obligé d'aller partout, parce que même s'il y a 1 ou 2 immigrants, les dynamiques sont différentes. Donc, on a surtout des limites de ressources. Mais si tu veux nous aider à faire une recherche dans le Nord, on t'engage tout de suite. Merci. Et peut-être Anne, tu veux rajouter, mais aussi si tu veux parler des recommandations. Donc, mais je te laisse parler de ce que tu veux. Okay. Non, je voulais juste rajouter par rapport à, je pense qu'en Ontario, il y a peut-être des communautés qui sont un peu des points forts de la francophonie. On sait que tel endroit ou telle ville, ou on sait qu'il y a une communauté francophone importante. En Colombie-Britannique, les francophones sont quand même très dispersés. Il n'y aurait pas forcément… alors, on sait qu'il y en a une grande partie dans le Grand Vancouver, mais même dans le Grand Vancouver, il n'y a pas forcément un quartier francophone où c'est très dispersé. Et alors, une fois qu'on sort du Grand Vancouver, pareil, c'est aussi très dispersé. Donc, il n'y aurait pas forcément une communauté évidente où c'est là qu'il faut qu'on aille parce que c'est là qu'il y a des francophones, puisque c'est assez dispersé. Je dirais la seule… ce qui pourrait se faire, mais là, c'est vraiment un manque de moyens, c'est les communautés francophones accueillantes, qui sont des communautés qui ont reçu des financements spécifiques du gouvernement pour booster un petit peu l'accueil des immigrants dans ces communautés. Il se fait qu'en Colombie-Britannique, c'est Prince-Georges. Mais là, la distance devient notre ennemi, où là, on manquerait vraiment les ressources pour mener des recherches dans cette communauté du fait de la distance par rapport à Vancouver, ça c'est sûr. Sinon, en termes de… Oui, allez-y. Oui, non, c'était juste, il y a vraiment un enjeu géographique là. C'est vraiment, je sais que en géographie physique, vous allez dans le nord et tout, mais disons, ça prend beaucoup de ressources. Et donc, si tu veux, notre stratégie de recherche, c'est de faire des recherches là où il y a des chercheurs francophones. Justement, à Prince George, je ne sais pas s'il y a un chercheur francophone qui étudie les enjeux de la francophonie ou de l'immigration. Il y en a peut-être un, mais il étudie autre chose. Donc, c'est une question d'intérêt et de trouver en fait des collègues aussi avec qui on veut faire de la recherche. Donc, il y a plusieurs défis. Mais donc, Anne, si tu voulais rajouter sur les
recommandations? Oui, sur les recommandations. Ben, en fait, par rapport alors on a fait effectivement des recommandations. Par exemple, j'avais écrit un essai en me basant sur ces résultats pour IRCC. Donc, c'est des résultats qui ont été transmis au gouvernement. Cela dit, pour ce qui est des recommandations vraiment spécifiques aux résultats qu'on a présentés aujourd'hui, donc par exemple la notion de tiers-espace, en fait, ce qu'on trouve, c'est que souvent dans les politiques publiques et même dans la recherche, parfois, les espaces francophones sont considérés comme les premiers espaces de l'intégration des immigrants, les premiers espaces d'identification pour les immigrants francophones. Et je pense qu'un point intéressant de nos résultats, c'est de montrer que la réalité est un petit peu différente et que quand on est dans un milieu minoritaire tel que Vancouver est aussi diversifié que Vancouver, avec des communautés diasporiques très importantes, voilà, comme dans le Grand Vancouver, la communauté francophone, c'est pas le premier espace que les immigrants vont connaître, c'est pas forcément le premier espace où ils vont de leur intégration. Donc en fait, les espaces francophones sont des espaces parmi d'autres et que leur rôle hybride, leur rôle d'entre-deux est clé pour faciliter l'intégration des immigrants, mais les immigrants participent aussi à d'autres espaces et ont aussi d'autres appartenances que la francophonie, d'autres marqueurs d'identité qu'il faut aussi prendre en compte. Je pense que c'est ça, par rapport à spécifiquement par rapport à ce résultat-là, c'était un peu ça nos recommandations d'être conscient de la réalité en fait de la vie des immigrants dans un contexte anglo-dominant et diversifié comme le Grand Vancouver. Merci. Autre question? Oui, j'ai une petite question. Je me demande s'il y a des liens très forts avec les États-Unis, la Californie, Washington, Seattle, San Francisco, parce que forcément, il doit y avoir des francophones là-bas aussi. Ce sont des grandes villes, surtout Los Angeles. Je crois que la colonie britannique est très proche de la côte là. Est-ce que ça vaut la peine de regarder un peu s'il y a des liens et de soutien? Sur les 20 participants, il y en avait une qui venait des États-Unis. C'était assez intéressant. Elle avait été aux États-Unis d'abord et puis, en fait, elle ne parlait pas anglais et du coup, elle s'était dit, le Canada, c'est bilingue, donc ça tombe bien, j'ai un oncle à Vancouver, je vais aller le rejoindre. Alors, elle était très déçue à l'arrivée à Vancouver de voir l'anglais partout parce qu'elle venait spécifiquement pour le français et je pense qu'elle n'avait pas conscience que ça n'allait pas être, qu'elle n'allait pas forcément trouver du français à tous les coins de rue. Donc, il peut y avoir un peu des parcours par les États-Unis. Par contre, le lien aux États-Unis entre communautés francophones, je ne sais pas parce que c'est un petit peu ce que je mentionnais un petit peu en conclusion. La communauté francophone à Vancouver, pour certaines personnes, c'est naturel de se rassembler, comme j'ai dit, par rapport au fait de la revendication pour les droits linguistiques. Mais il y a un certain nombre de personnes pour qui ce n'est pas forcément évident que les francophones appartiennent à une communauté, que si on vient du Congo et de la France, finalement, on a quelque chose en commun et c'est pour ça qu'on devrait se rassembler, etc. Donc, il y a quand même cette idée que le français a un statut un peu particulier en tant que langue officielle qui fait que l'État fournit des espaces qui permettent le rassemblement. Par exemple, les écoles francophones, c'est un espace de rassemblement important, mais ce n'est pas forcément évident pour les immigrants. Donc, je ne sais pas forcément à quel point, dans un contexte américain, le français n'a pas ce statut. Est-ce que les communautés francophones aux États-Unis, en fait, sont plus des communautés diasporiques ou c'est des diasporas, mais elles ne verraient pas forcément l'intérêt de se rassembler en tant que francophones, alors qu'à Vancouver, c'était justement aussi le but un peu de comparer la communauté francophone aux communautés ethnoculturelles, parce que une des questions que je me suis posée, c'est finalement, dans une ville où il y a tellement de communautés diasporiques et où les gens se rassemblent plutôt par pays d'origine, quel est l'intérêt de se rassembler par rapport à une langue, en fait? Mais et c'est là, encore une fois, c'est là que la communauté est vraiment un tiers espace, parce que c'est à la fois parce que l'État l'encourage
par des financements pour des espaces francophones, mais en même temps pas suffisamment. Donc, du coup, il faut se rassembler pour avoir plus de droits linguistiques. Donc, donc je pense que je ne sais pas s'il y a vraiment des liens avec les communautés aux États-Unis, parce que je pense que c'est très canado-canadien, Je comprends ce bien. type d'espace. Si on excuse-moi, Louisa. Oui, non, peut-être une exception serait des communautés diasporiques. Je pense notamment aux Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis, mais ils sont plus sur la côte Est, en Floride, à New York. Donc, les Haïtiens à Montréal et à Ottawa, ils ont beaucoup de contacts avec les Haïtiens aux États-Unis, mais souvent, les Haïtiens aux États-Unis ne parlent pas français, ils parlent créole ou anglais. Donc, il y a des dynamiques uniques. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y a des Congolais à San Francisco, peut-être qu'ils se rejoignent, j'en sais rien. Par contre, je pense que les Français pourraient avoir plus de liens parce que la France, à travers les consulats, à travers les lycées français, les alliances françaises, il y a une institutionnalisation, pour ainsi dire. Donc, mais là, on retombe dans des relations diasporiques. Et il y a aussi beaucoup de Canadiens sur la côte ouest aux États-Unis, mais ils ne sont pas forcément francophones, c'est des anglo-canadiens. Donc, oui, il y a beaucoup d'enjeux de séparation qui fait que ce n'est pas naturel forcément pour ces gens de se réunir. Donc, yeah, but Mark, go ahead. I think you ça m'intéressait parce qu'il y a les liens très forts, mais finalement, moi, je suis immigrant aussi, alors on est pratique, hein, on s'intéresse à comprendre un peu comme le pays marche. Si tu me donnes l'avis comment on doit faire quelque chose, ça m'aide. Si ça m'aide, je n'ai pas le temps de simplement faire le discours. Je suis occupé, alors je crois que c'est presque un luxe, sinon d'essayer de faire tous ces liens. Merci. Merci pour la question. OK, bien, merci beaucoup. On approche le 13 heures, donc on aimerait sincèrement remercier tout le monde pour votre attention, mais surtout aux présentatrices pour leur présentation et leur recherche. Donc, veuillez noter qu'il y aura 3 autres conférences dans les mois à venir. La prochaine session aura lieu le 17 février. C'est présenté par Dr. Guy Chiasson de l'UQO. Donc, gardez un œil sur votre boîte courriel ou sur le site du département de géographie pour plus de détails. Celeste, if you would like to conclude. Yeah, thank you so much, everyone, for your dedicated attention, and thank you so much to our presenters. Just a note, there will be 3 more lectures in the coming months. The next session will be featuring Guy Chiasson, who is a professor of social sciences at UQO. So we're really excited for that. The next session will also be held on Zoom. It's February 17th at 12 p.m. Eastern Standard. And the content always remains a surprise. So keep an eye on your email box or on the Department of Geography, Environment, and Geomatics website. We have a FIBLingua seminar page on there that you can consult to see which ones that you want to attend. So that's it for today, right on time at 1 p.m. Thanks everyone again so much. Have a fantastic day. Merci beaucoup, surtout à Jean, à Lina et à Céleste. Et puis bon, à Anne-Cécile, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Merci à tous d'avoir assisté. We're really pleased to see your interest in Francophone communities and immigration. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.